Bonjour à tous, je m'appelle Gaël Liu, je travaille à l'hôpital Foch à Suresnes et je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler un petit peu des troubles cognitifs et je vais probablement essentiellement vous parler pas de tous les troubles cognitifs tardifs mais plutôt du délirium, c'est-à-dire les troubles cognitifs qui surviennent autour du bloc opératoire puisque c'est là où on est le plus souvent. Donc mon principal problème, lien d'intérêt, c'est que j'ai créé une société Medsteer qu'on a fondée avec l'hôpital pour valoriser un certain nombre de brevets et puis pour développer des techniques de titration automatisée de l'anesthésie. Donc simplement, je vais reprendre un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a eu un panel d'experts de gériatres qui s'est réuni en 2014 et puis ça a publié un article pour voir l'incidence des problèmes de dysfonction cognitive, notamment chez les sujets âgés. Donc la fréquence varie en fonction des étiologies, en fonction des techniques diagnostiques, entre 5 et 50%. Et pourquoi c'est important? Parce que en fait, lorsqu'on détecte un épisode de délirium, ça peut provoquer une cascade de conséquences cliniques avec des complications post-opératoires, une augmentation de l'hospitalisation, une perte fonctionnelle, c'est-à-dire qu'un patient pouvait être indépendant en préopératoire, il va devenir dépendant, et puis on va avoir une diminution des fonctions cognitives, et bien sûr la mort au bout. Et ce qui était important, c'est que ça a un prix, ça a un coût, et les Américains ont estimé que le surcoût engendré par des épisodes de délirium ou de dysfonction cognitive post-opératoire pouvait aller jusqu'à 150 milliards de dollars. Et l'autre chose, c'est pourquoi on s'y intéresse, parce que probablement on a des méthodes et des techniques pour justement limiter, de prévenir les dysfonctions cognitives. Donc on va revenir un petit peu sur l'incidence. L'incidence varie en fonction du secteur dans lequel vous travaillez. Par exemple, en médecine interne, pour les sujets âgés de plus de 60 ans, l'incidence varie entre 14 et 56%. En chirurgie cardiaque, compte tenu de la CEC, des embolies, etc., l'incidence est un petit peu plus élevée, qui peut varier un peu moins élevée, mais conséquente, c'est entre 13 et 46%. En chirurgie orthopédique, là où on fait pas mal de personnes âgées, de patients âgés, l'incidence varie entre 35 et 65%. Et en réanimation, selon les techniques, selon les scores qu'on utilise, l'incidence du délirium varie entre 19 et 82%. Simplement, je vous rappelle une étude qui a été faite par un groupe suédois. Ils ont suivi 701 patients et ils ont comparé deux groupes de patients. Un groupe de patients qui n'avaient pas fait de dysfonction cognitive en préopératoire et un groupe de patients qui ont présenté des dysfonctions cognitives post-opératoires. Et vous voyez bien que avec un suivi qui a duré pendant 8 ans, ceux qui ont présenté une dysfonction cognitive post-opératoire vont avoir une surmortalité à long terme. Donc un peu de définition. Donc on appelle ce qu'on appelle dysfonction cognitive. Et c'est la dysfonction cognitive post-opératoire, c'est lorsque ça survient une semaine après l'intervention. On parle plutôt de délirium, émergence de délirium dans la période post-opératoire immédiat en salle de réveil, et le délirium, ça survient entre 24 et 72 heures. Donc moi, je vais peut-être m'intéresser davantage au délirium post-opératoire, plutôt que de la dysfonction cognitive. Donc ce qui était important, c'est de savoir comment se comportent ces patients. Donc les premières grosses études ont été faites par l'équipe américaine de Yale, et notamment ils ont montré que pour des patients de chirurgie cardiaque, là c'était une étude sur 225 patients de chirurgie cardiaque, d'un âge moyen de 73 ans, ils ont fait le mini mental test en préopératoire et ils ont évalué le délirium. Là, ici, vous avez en abscisse, vous avez le temps, et en ordonnée, vous avez le mini mental test. Donc, normalement, le mini mental test, si vous avez un test supérieur à 25, tout est normal. Un certain nombre de patients, vous avez juste une petite décroissance qui descend pas en dessous de 25, mais pour d'autres, vous avez une décroissance, une diminution du test, du score du mini mental test, qui peut être très profond et qui ne retourne pas à la normale. Et on dit que quand le mini mental test est en dessous de 20, on arrive à possiblement à la démence. Donc c'est des diminutions extrêmement graves. Donc si on reprend, donc ça c'est la dysfonction cognitive post-opératoire qu'on rencontre un petit peu tous les jours, qu'on doit éviter certainement. L'idéal c'est de ne pas avoir justement cette dysfonction. Vous avez les scores diminuent au moment où on arrive à la chirurgie, puis il remonte doucement, et normalement, si tout va bien, normalement on retourne à l'état normal à J7, mais parfois il faut attendre 2 à 3 mois pour retourner à l'état antérieur. Par contre, de temps en temps,
ça se passe pas très bien. Après l'intervention, le score remonte un petit peu, mais malheureusement, le score décline par la suite. Et il y a un autre type de patient qu'on a du mal à déterminer, c'est que les patients qui arrivent au bloc opératoire ont déjà une diminution de la fonction cognitive. Et en fait, c'est la diminution qui va suivre derrière, et c'est pas uniquement le fait d'avoir été au bloc opératoire. Donc, concernant les définitions, normalement, les définitions dans la littérature, on l'utilise à partir du DSM-5, donc c'est une altération de l'attention et de la conscience. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que c'est qu'elle survient très rapidement, en quelques heures, voire en quelques jours, et c'est une modification par rapport à l'état antérieur. Donc, ce qui est important pour évaluer une fonction, pour évaluer le délirium, c'est d'avoir un état antérieur. On peut pas dire que juste en post-opératoire, si vous connaissiez pas le patient, vous n'avez pas fait de test avant, c'est assez difficile de parler de délirium. Et en plus, on a rajouté un autre critère, le critère IC10, où on rajoute en plus des troubles du cycle du sommeil et une altération psychomoteur. Donc simplement pour vous rappeler, il y a des définitions du DSM-5 et l'ICD, mais il y a également des sous-types de délirium. Ça, c'était une étude qui avait été réalisée en réanimation chirurgicale. Il y avait des sujets ils ont pris des sujets d'âge supérieur à 50 ans, 172 patients, ils ont retrouvé 43% de cas de délirium, avec le CAM, le Confusion Assessment Method ICU, plus le RAS. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que les formes les plus fréquentes de délirium, c'est pas des formes hyperactives, c'est pas le malade qui va se lever du lit, qui va s'agiter, qui va courir partout, mais on a essentiellement des formes hypoactives. Et donc, quand vous voyez une forme active, normalement, de délirium hyperactif, on retrouve derrière 50 cas de délirium hypoactif. Retenez que les déliriums, c'est pas des patients hyperactifs, mais c'est essentiellement des formes hypoactives. Et dans cette étude, ils ont bien montré que tous les patients qui ont présenté un délirium, il y avait une surmortalité qui était multipliée par 4. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être de repérer assez rapidement les patients qui présentent un délirium en SSPI. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une très très bonne corrélation entre l'événement survenu d'un délirium en SSPI et délirium en post-opératoire. Donc avec une très bonne sensitivité et une spécificité. Alors, qu'est-ce qu'on dispose comme outil pour faire le diagnostic? Alors, donc il y en a plein. Il y en a plein. Donc, il y a eu une revue de la littérature là-dessus par l'équipe une équipe américaine dans le JAMA. C'était publié. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez revoir toutes les études sur ce papier du JAMA. Mais moi, je me suis intéressé plutôt à une excellente étude faite par l'équipe de Berlin, la Charité Berlin, avec Claude Spitz et Fitch Radke. Ils ont fait un truc très très bien. Ils ont fait une étude sur 145 patients. Ils ont étudié les scores. Ils ont étudié en post-opératoire immédiat. Juste avant la sortie du réveil, 145 patients. Il y avait un psychiatre qui faisait les tests du DSM-4 à l'époque. Et ils ont comparé le test du DSM-4 fait par un psychiatre à 3 tests, le CAM, le Confusion Assessment Method, le Delirium Detection Score et le Norsin Delirium Screening. Et donc simplement pour dire que le CAM il est assez connu, le Delirium Detection Score c'est un score de délirium qui a été fait pour évaluer les encéphalopathies hépatiques chez le patient cirrhotique. Et ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est que le meilleur score qu'on a retrouvé, c'est le Nursing Delirium Screening Scale, puisqu'il y a une sensibilité de 0,95% et une spécificité de 87%. Et je vais vous montrer ce test, il est extrêmement simple, parce qu'il suffit de coter la désorientation, le comportement inapproprié, une communication inappropriée, des problèmes d'illusion, d'hallucination, et les retards psychomoteurs. Et donc, il suffit de coter de 0 à 2 points. Et dès que vous êtes au-dessus de 2 points, on considère que le patient a un délirium. Donc, on reprend ce test qui est relativement simple et qui a été validé par rapport au gold standard, qui est quand même le DSM-4. Là. Maintenant, c'est le DSM-4. Maintenant, c'est le DSM-5, mais à l'époque, c'était le DSM-4. Et donc, c'est un test qui est extrêmement simple à faire, qui est réalisable en moins d'1 minute. Donc,
Et de même, dans cette étude, quand ils ont repris les patients qui ont présenté un délirium dans la période post-opératoire, ils ont bien montré que ces patients qui ont présenté un délirium, ils avaient une durée d'hospitalisation qui était augmentée. Alors simplement, pour faire un petit peu la synthèse, il y a un certain nombre de facteurs qui sont les facteurs qui prédisposent à faire du délirium chez le sujet âgé. C'est l'immobilité, les déficiences sensorielles, la malnutrition, la fragilité, le diabète, la CPARFA, la polymédication, donc ça va être notre travail justement de supprimer ces médicaments, ou le travail du gériatre si on en dispose. Et nous, notre travail aussi, ça va consister à éviter de plonger le patient dans d'autres problèmes, c'est-à-dire d'éviter un jeûne prolongé, de réhydrater le patient, d'éviter les problèmes d'anesthésie trop profonde. Et je vais revenir sur tous ces problèmes sur les diapositives suivantes. Donc la première chose, tout à l'heure je vous ai dit en début de présentation, pourquoi on s'intéresse au délirium, c'est parce que il y a des causes réversibles qu'on peut traiter. Et ça, c'est tout l'intérêt d'avoir des gériatres dans une institution, parce qu'ils peuvent nous aider justement à éviter le délirium post-opératoire. Donc ça, c'était l'équipe de Sharon Inouye, c'est l'équipe de Yale qui a travaillé sur justement pour éviter d'avoir du délirium, ça c'était dans les services de médecine, c'était de travailler sur les différents facteurs de risque, c'est-à-dire que on va faire du travail cognitif dans la période quand le patient est hospitalisé. Il y a quelqu'un qui vient voir le patient 2 fois par jour. On lui fait faire des travaux d'orientation, on fait des activités thérapeutiques, on lutte contre les troubles du sommeil de façon non médicamenteuse, en essayant par exemple en donnant des tisanes ou autre chose, tout est bon pour y arriver, on améliore le confort, on essaye d'éviter les problèmes de troubles visuels en redonnant très rapidement les prothèses, on lutte contre l'immobilité, mais tout ça vous le savez, c'est-à-dire que la mobilisation précoce est quelque chose de très important, on lutte contre la surdité et la déshydratation. Donc ça c'est l'étude qu'ils ont faite en médecine, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un traitement préventif du délirium dans un service de médecine, on diminue l'incidence de délirium, on passe de 15% à 10%, c'est surtout la durée d'hospitalisation pour ces patients-là va diminuer. Donc ça fait quand même des économies au niveau de durée d'hospitalisation. Donc si on reprend un petit peu maintenant les méta-analyses, toutes les méta-analyses vont dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un bénéfice de faire de la prévention pour tous ces patients, les patients âgés, et pour les risques intermédiaires ou les patients à haut risque. Et ça réduit l'incidence du délirium. Et par contre, le traitement, quand le délirium est déjà constitué, ce traitement-là n'est pas très efficace. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, pour diminuer les conséquences du délirium post-opératoire? Nous, on peut travailler sur diminuer le problème du jeûne, traiter les troubles hydroélectriques, voire la déshydratation, bien sûr éviter les benzodiazépines, éviter les troubles du sommeil, adapter la sédation et, si vous avez la possibilité, faire le programme de prévention de Yale. Donc là, je vais un petit peu parler autour un petit peu de l'anesthésie, ce qui m'intéresse le plus, pour savoir est-ce qu'il y a des techniques de prévention. La première question qu'on s'est posée, est-ce que si on donne des neuroleptiques, ça permet de diminuer le délirium post-opératoire? Donc il y a eu plusieurs études qui ont été faites, plusieurs méta-analyses, et les conclusions disent que c'est un peu difficile de savoir si les neuroleptiques sont efficaces pour prévenir la survenue de délirium, parce que les études sont pas de très haut grade, et parfois les traitements c'était de l'haloperidol en injection intraveineuse, donc c'est un petit peu compliqué. Et là, on a gradé toutes les études. En fait, les conséquences, les grades sont relativement vers le haut, et donc les études sont pas très bien faites. Pour preuve, cette étude qui a été faite par, je crois que c'est des Suédois. Donc ils ont essayé de voir si le fait d'avoir des patients à risque de délirium. Donc là, vous avez ils ont un score pour déterminer le délirium, haut risque ou bas risque, et dès que le patient était présentait un risque, soit il le traitait, soit il le traitait pas. Donc ce qui était intéressant, c'est que quand vous traitez par de l'aldol
1 mg 2 fois par jour. Si vous avez des patients avec un risque faible, ils sont non traités 23, et il y a eu 182 non traités, et ben vous augmentez l'incidence des déliriums. Pour les patients à risque élevé, si il y en a eu 147 qui ont été traités, et 26 non traités, en fait, l'incidence n'est pas diminuée, donc cette étude prouve que de donner comme ça de façon un petit peu systématique de l'aldol ne mène pas à grand chose. Et donc la conclusion, je la laisse pour le panel d'experts de la Société de gériatrie américaine, c'est que les neuroleptiques ne sont pas actuellement recommandés pour prévenir le délirium. Alors beaucoup plus intéressant, je ne sais pas si vous l'utilisez vous dans vos un certain nombre l'utilisent maintenant dans les protocoles LOFA, c'est l'utilisation de la Dexmet. Alors c'est une très belle étude chinoise pour je sais plus, il y a eu c'est le post-op de chirurgie digestive lourde. Le patient arrive intubé ou non intubé en réanimation, on fait un bolus de dexméthomidine et puis on fait une administration continue de dexméthomidine pendant 24 heures jusqu'à la sortie de la salle de réveil. Et cette étude a montré que lorsqu'on utilise de la dexmet en post-op immédiat dans la chirurgie lourde, eh ben on diminue l'incidence, la prévalence du délirium à J1, J2, J3. Par contre, on n'a pas montré que on n'a pas diminué la durée d'hospitalisation en réa et non plus la durée d'hospitalisation totale à l'hôpital. On retrouve, comme d'habitude, quelques problèmes habituels liés à l'utilisation de la Dexmet. Concernant l'anesthésie générale versus anesthésie loco-régionale. Donc, la littérature ne concerne essentiellement que le Montmartre, et notamment les fractures de hanche. Donc ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée récemment au mois d'août, là, dans le BJA. Donc ils se sont intéressés sur des fractures de hanche ou du fémur opérées en urgence. Donc il n'y a que 3 études randomisées et 16 études observationnelles. Ils ont été obligés de rajouter, d'agréger les études observationnelles parce que si on se contentait simplement des études randomisées, on n'en aurait que 752. Donc au total, ils ont plus de 200 000 patients dans cette méta-analyse. Donc ils ont analysé la mortalité à 30 jours, l'infarctus du myocarde, la pneumopathie, l'insuffisance rénale aiguë et la durée d'hospitalisation. D'après vous, est-ce que la mortalité varie entre les deux techniques ou pas? Pas de différence. L'infarctus du myocarde, pas de différence non plus. L'incidence des pneumopathies, pas de différence non plus. L'incidence de l'insuffisance rénale aiguë, pas de différence non plus. La seule chose qui sortait, c'était la durée d'hospitalisation qui était, il semble-t-il, qui était un peu plus faible lorsqu'on faisait une anesthésie loco-régionale. En ce qui concerne le délirium, vous voyez ici la flèche qui est parfaitement au milieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, que vous fassiez anesthésie générale ou loco-régionale. Voilà. La deuxième question qui m'a intéressé, est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien de faire de l'anesthésie intraveineuse ou de l'anesthésie avec des agents volatiles? Donc là, c'était une première méta-analyse qui était parue dans Anesthésia en 2014. Seulement 2 études randomisées, et ils concluaient qu'il n'y avait pas de différence. Alors, quand on regarde les méta-analyses, de temps en temps, ils comparent une étude, Nishikawa, 25 patients, contre une autre étude, 1000 patients. Donc on va reprendre en détail les 2 études. Donc là, c'était une étude japonaise où ils évaluaient l'incidence par un score du délirium en post-opératoire sur 25 patients par groupe. L'âge moyen était de 71 ans, c'était de la cellullochirurgie, c'était de l'AG plus l'anesthésie ils avaient tous des péridurales. Ils comparaient propofol versus sévofirane. Il n'y avait pas de morphinomimétique en opératoire. Et la profondeur de l'anesthésie était évaluée uniquement sur les modifications hémodynamiques. Au total, ils ne retrouvent pas vraiment de dysfonction cognitive vraie, mais par contre, il y a un test, le DRS score, qui est différent entre J2 et J3. Deuxième étude, cette fois-ci c'est l'étude chinoise, c'est une étude randomisée, contrôlée, propofol versus halogéné, 1000 patients par groupe, c'est un papier qui est passé dans l'anesthésio, c'était de la chirurgie majeure, il y avait de l'œsophage, il y avait des hépatectomies, il y avait des colectomies, il y avait du pancréas, donc c'était des vraies chirurgies lourdes, d'une durée moyenne supérieure à 3 heures, et l'âge moyen était de 70 ans. Ici vous avez en abscisse le temps et en ordonnée le mini-mental test. En rouge vous avez le groupe propofol, et en dessous le groupe
sévoflurane. Vous voyez qu'il y a une franche descente du score de mini-mental test à partir de J1, mais qui remonte entre J7 et J10. Et quand on regarde par catégorie, ce qui m'intéresse toujours, c'est le mini-mental test. Tant qu'il est supérieur à 25, tout va bien, mais dès qu'il est en dessous de 20, c'est quand même une altération cognitive extrêmement grave. Et vous voyez que quand vous êtes dans le groupe propofol, il n'y a pas de dysfonction cognitive avec des scores inférieurs à 20. Donc, une autre étude de l'équipe allemande de Berlin, c'est que le jeûne préopératoire prolongé augmente le risque de délirium. Ici, vous avez des jeûnes entre 2 heures et 6 heures, et supérieur à 6 heures, on voit que dès que le jeûne est supérieur à 6 heures pour les sujets âgés, vous augmentez l'incidence du risque de délirium post-opératoire. Et dans cette étude-là, ils ont également montré que le délirium était prédictif de la durée d'hospitalisation. Avec les mêmes variables, ils ont comparé le risque de délirium lorsqu'on utilise du rémifentanil et du fentanyl, et donc ils ont montré également que le rémifentanil était plus diminué, peut-être probablement l'incidence des déliriums post-opératoires. Maintenant, mon dada, c'est-à-dire les moniteurs de la profondeur de l'anesthésie, c'est-à-dire la mesure de l'activité électrocorticale. Donc il y a un certain nombre de moniteurs, donc je ne sais pas lequel vous utilisez, mais du moment que vous en utilisez un, c'est le principal. Donc la première grosse étude, c'était toujours l'équipe de Berlin, la Charité Berlin avec Radke et Claude Aspis, qui ont fait une étude randomisée en 2 groupes pour des patients d'âge supérieur à 60 ans avec des durées d'intervention supérieures à 60 minutes. Et ils ont tiré au sort soit des patients avaient le monitoring cérébral et d'autres pas. Et donc ils montrent bien que quand vous n'avez pas le monitoring, vous avez plus d'épisodes de BIS inférieurs à 20. Et notamment plus d'épisodes de burst suppression, c'est-à-dire de G plat en péropératoire, et il y avait plus de délirium en post-opératoire, mais il n'y avait pas plus de dysfonction cognitive, c'est-à-dire au-delà de J7. Donc cette étude a montré de nouveau que le délirium était prédictif de mortalité à long terme, comme le score ASA. La deuxième étude que je vais vous présenter rapidement également, c'est une étude, cette fois-ci chinoise de Hong Kong, avec Matthew Chan et Tony Jin. Donc ils ont fait un petit peu quelque chose de similaire que le précédent, donc 450 patients dans un groupe anesthésie bis contrôlée versus 452 patients dans un groupe où il n'y avait pas le bis. Donc vous voyez que l'âge moyen des patients était aux alentours de 68 ans, c'était de la chirurgie carcinologique la plupart du temps. Donc cette étude montre que lorsque vous utilisez un monitoring l'activité électrocorticale, vous diminuez de 21% vos consommations de propofol et 30% les concentrations les quantités d'agents volatiles. Vous diminuez également l'incidence du délirium dans la phase de la première semaine d'hospitalisation, mais également à 3 mois les dysfonctions cognitives tardives. Donc la conclusion de l'étude, c'est quand vous utilisez sur 1000 patients, vous titrez l'anesthésie avec le BIS, et vous pouvez prévenir à peu près 83 déliriums et 23 dysfonctions cognitives post-opératoires. Alors, il y a le BIS, il y a le chiffre, l'index bispectral, mais il y a le deuxième paramètre qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les SR, les burst suppression ratio, c'est-à-dire que quand vous avez de l'EEG plat. Première grosse étude de l'équipe de Michael Avidan, patients de chirurgie cardiaque, 619 patients de chirurgie cardiaque, et vous voyez que, en fait, ici, vous avez le pourcentage de temps de burst suppression, le temps total de burst suppression au cours d'une intervention, ici, l'incidence du délirium. C'est-à-dire que plus vous avez de l'EEG plat en péropératoire, plus vous avez un risque élevé de délirium post-opératoire en chirurgie cardiaque. Récemment, ils ont publié une autre étude. Cette fois-ci, c'était des 616 patients en post-opératoire en réanimation. Il y avait 26% de patients qui ont présenté un délirium. Et les patients qui ont présenté en péropératoire des BSR, c'est-à-dire du l'EEG plat, avec au moment où ils utilisaient une faible concentration d'halogéné, il y avait plus de délirium qui remontait jusqu'à 35%. Donc simplement, c'est dommage que Yann soit parti, on a fait notre étude, et on a essayé d'expliquer pourquoi la présence de burst peut conduire à du délirium. Donc ici, c'était une étude en neuroradio, où en fait, on a utilisé systématiquement le Doppler transcrânien, le BIS et le NIRS.
Et donc, juste un exemple ici d'une femme. Donc, on fait l'induction. C'est une femme qui avait des comorbidités. On part de 102 de pression artérielle moyenne, avec une vitesse moyenne de l'artère cérébrale moyenne de 64. Donc, on fait l'induction un peu violente. Donc, la pression chute, le bis chute, avec apparition de 56% de BSR. Donc, on fait de la noradrénaline. Et quand on fait de la noradrénaline, on remonte la tension, on améliore la vélocité au niveau de l'artère cérébrale moyenne, et on augmente le bis et on diminue les bursts. Après, ça a récidivé une nouvelle fois. Cette fois-ci, on a mis en perfusion continue la noradrénaline. Et donc, simplement pour vous montrer que quand on a une association de hypotension, présence de burst en péropératoire chez un patient qui présente des comorbidités, ça peut signer une diminution du débit sanguin cérébral et peut-être une défaillance de l'autorégulation. Donc, pour finir, pour utiliser l'EG en péropératoire, c'est des recommandations fortes de la Société américaine de gériatrie, mais également de la Société de la Société européenne d'anesthésie. Donc, rapidement pour finir, simplement, c'est que mon dada, c'est la titration automatisée des agents d'anesthésie. Lorsqu'on utilise la titration automatisée, on diminue on a moins de bursts, on a moins d'anesthésie trop profonde. On avait fait une étude avec une équipe italienne qui montre que seul le groupe qui avait une titration automatisée du propofol avait une anesthésie moins profonde, et c'était le seul groupe où il n'y avait pas d'altération du mini-mental test. Et dernier travail qui va être prochainement publié, c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe d'Erasme à Bruxelles, avec Luc Barvet et Alexandre Jousten. Donc on a fait une triple boucle, propofol remifentanil avec le bis, une boucle de remplissage de fluide responsive avec des colloïdes, et une boucle au niveau du respirateur qui était guidée en fonction de l'Intel dose CO2. Et donc le seul groupe, quand vous avez la triple boucle, ça permet de diminuer l'incidence. On n'a pas d'altération du MoCA, c'est du Montréal Cognitive Score, à 1 jour et à 12 semaines. Donc pour conclure, le délirium, c'est un problème de gériatrie. C'est extrêmement fréquent, ça coûte beaucoup d'argent, ils estiment à 160 milliards aux États-Unis, ça augmente la durée d'hospitalisation de 7 jours, ça multiplie par 2 le risque de réhospitalisation, c'est potentiellement mortel. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Cette dernière... Sinon, tout ce que j'ai raconté, vous pouvez le retrouver sur les recommandations de l'ESA de l'année dernière. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un message très clair qu'il faut passer, c'est qu'on ne peut plus endormir une personne âgée sans monitorage de la fonction cérébrale. C'est pas bien, ça coûte plus cher à la société, donc clairement, que vous voulez, mais le minimum c'est le bis quand on endort une personne âgée, c'est certainement de l'économie de santé, de l'économie de neurones et de tout ceci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une seule? Peut-être obligé d'arrêter pour récupérer une partie du retard. En tout cas, merci. Vraiment, le message, c'est personne âgée, vous mettez un monitorage cérébral, quel que soit le type de monitorage que vous voulez mettre. C'est bien de mettre le monitorage cérébral, mais il faut s'en servir. C'est-à-dire que si le bis est bas, il faut diminuer vos concentrations, soit d'halogéné, soit de propofol. Et c'est pas simplement regarder un chiffre. Je crois qu'on a une question. Bonjour. Une petite question pour la ponction artérielle. Est-ce que vous avez constaté une amélioration? Parce que moi, le principal problème que j'avais pour les cathés artériels radio, c'était quand j'avais des artères athéromateuses, où vous aviez un magnifique retour par votre aiguille de ponction, vous rentriez le guide de Seldinger et vous entendiez et vous passiez pas. Les artères que moi j'appelle les artères de Chibouic, de l'artère de Masson, malheureusement ces artères elles sont probablement très pathologiques et elles sont très calcifiées. J'ai pas de réponse à vous donner. Donc l'écho améliore un peu ou pas? Très probablement. J'ai pas d'étude à vous donner. Très probablement ça améliore. On voit mieux où on voit mieux si l'aiguille est en place dans l'artère ou pas. D'accord. Et je peux pas vous donner de réponse plus justifiée que ceci. D'accord. Après une deuxième question pour le délirium. Est-ce que vous avez fait une petite recherche sur la consommation alcoolique de vos patients?
Dans les facteurs de prédisposant à faire du délirium, il y avait la consommation d'alcool. Ça fait partie des facteurs de risque, hein, comme le reste. Voilà, et comme les comorbidités, comme la polymédication. Voilà, parce que moi je viens d'un coin où les patients sont des consommateurs réguliers, pas méchants mais réguliers, et vous aviez régulièrement des personnes âgées pour de la traumato. 2-3 jours après, ils pétaient les plombs, et on avait des résultats pas mal en ajoutant du vin. C'est pas très scientifique, mais ça marche bien. Non, mais ça s'appelle du sevrage alcoolique aigu. C'est pas la même chose. Merci, à la suite. Merci. Allô, s'il vous plaît. Une petite question? À votre gauche. Bonjour. Kétamine, personne âgée, confusion. Il y a des avantages théoriques à utiliser la kétamine, très théorique. Et il y a une confusion, si je peux me permettre, entre les symptômes de surdosage en kétamine, ou en tout cas de psychodyslexie, et les syndromes confusionnels. Vous avez des données dans la littérature sur une prévention, une aggravation, une neutralité complète de l'utilisation de kétamine chez la personne âgée? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Le seul papier que j'ai vu, c'était la Dexmet sur la chirurgie lourde, mais la Dexmet ne marche pas en post-op de chirurgie cardiaque. Je crois qu'il y a un autre papier qui dit le contraire. Donc la kétamine, j'ai pas beaucoup de data. Merci. De la même façon, l'OFA chez les personnes âgées, donc l'utilisation de la dexmédetomidine en post-opératoire, pourquoi pas, mais pourquoi pas l'utiliser aussi en péropératoire et se passer de morphinique? Est-ce que ce serait pas aussi une des pistes qui pourrait être très intéressante, accompagnée évidemment avec le neuromonitoring? C'est sûr que tout ce qui peut diminuer la douleur, l'inflammation, tout marche, quoi. Il faut l'utiliser. Mais ça, c'était une étude qui a été, je ne sais pas si c'était, c'est une étude chinoise qui a été faite en post-opératoire. Il n'y a pas encore d'étude qui a été faite de l'utilisation de la dexmétomidine en péropératoire dans la prévention du délirium, quoi. On l'a pas évalué. Oui, je voudrais rapidement revenir sur le problème de montée de cathéter pour les ponctions artérielles. Il y a des grosses différences de qualité de matériel. J'attire votre attention là-dessus parce que j'ai vu des cathéters qui sont coupés à la massico, donc qui ont un bord extrêmement droit, et on a bien l'aiguille dedans, on a bien le guide dedans, et on a du mal à monter à cause de ça. Donc faites attention à ce que vous avez. Les téflons et les polyuréthanes étant probablement mieux supportés et passent mieux, donc on ne peut pas aborder tous les sujets en si peu de temps.